Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans les hauts plateaux de Fizi, des familles entières dorment à la belle étoile, parce qu'un drone parti d'ailleurs a rendu leur village invivable. Et à Baraka, des habitants n'arrivent même plus à rejoindre les leurs, les antennes de télécommunications ayant été soufflées par les bombardements. C'est à eux d'abord que je pense en ouvrant ce journal. Je pense aussi à ceux qui, de Lubumbashi à la moindre parcelle du pays, suivent chaque soir cette antenne, comme on veille sur une flamme. Et je salue nommément Augustin Ilonga, fidèle du Haut-Katanga, dont l'attention nous honore. À vous aussi, fidèles sentinelles de la diaspora, vous qui veillez de loin et qui souvent aimez ce pays avec une exigence que ceux qui n'ont jamais dû le regarder de l'extérieur ne connaîtront jamais. Vous êtes, ce soir encore, les gardiens éveillés de notre mémoire. Et je dois vous dire, sans détour, que l'heure est grave. Dans 5 jours, le 15 juillet, expire le délai que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fixé publiquement, début juin, devant la Chambre des représentants, pour le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. 5 jours. Et savez-vous comment se comporte l'agresseur à 5 jours de cette échéance? Il ne prépare pas ses valises. Son ministre des Affaires étrangères a rejeté l'ultimatum américain, n'y voyant qu'un simple souhait, et accusé le médiateur de Washington de partialité. Et selon Média Congo, une séquence attribuée au porte-parole de l'armée rwandaise, le brigadier général Ronald Wivanga, le montrerait déclarer « Oubliez les accords de Washington, nous sommes à Goma et à Bukavu pour y demeurer ». Mais qu'il soit tenu par ce porte-parole ou par le ministre lui-même, le message de Kigali, lui, est constant. Pas un repli, un défi. Alors, ce soir, notre journal va relier les fils, parce que la nation a le droit de comprendre ce qui se joue vraiment. Sur les réseaux, chez les commentateurs, une lecture monte, et je vous la rapporte telle qu'elle circule, sans la faire mienne. Certains voient derrière cet ultimatum resté sans effet un feu vert donné au Rwanda, la validation d'un statu quo qui s'installerait pour durer. Je ne signe pas ce procès, mais je constate, et cela, personne ne peut me l'enlever, que depuis juin, les rapports fusent, les échéances passent, et rien n'arrête les drones. Cette complicité de l'inaction, celle-là, elle se voit de plus en plus, et ce journal la nommera ce soir aussi souvent que les faits l'imposeront. Notre consoeur Solange a préparé sur ce point une analyse que je qualifierais sans exagérer de choc. Nous y venons dans un instant. Mais d'abord, mesurons ensemble ce que ce vendredi a déposé sur la table de la nation. Ce que Solange a rassemblé ces derniers jours, c'est la trame de l'édition spéciale que notre émission Inside News Review met en ligne demain samedi, sous un titre qui claque « La RDC seule contre tous ». Mais avant que la nation ne la découvre en entier demain, Solange vient nous en poser des fondations, ici, ce soir. Je vais d'abord la laisser parler sans l'interrompre, parce que ce qu'elle a réuni mérite d'être entendu d'un bloc. Solange, la parole est à toi. Pose-nous les faits. Merci, Imelda. Je vais aller à l'essentiel, parce que l'essentiel est déjà écrasant. Le 26 juin dernier, la République démocratique du Congo a déposé devant la Cour internationale de justice, à La Haye, une requête contre le Rwanda. Génocide, torture, discrimination raciale. 3 conventions internationales invoquées pour des faits qui courent de 1996 à aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois, c'est la 3e en 25 ans. En 2001, Kinshasa avait retiré sa plainte. En 2006, la Cour l'avait déclarée irrecevable. Une nation ne frappe pas 3 fois à la porte du même tribunal par confort. Elle le fait parce que toutes les autres portes sont fermées. Voilà la thèse que je veux poser ce soir, et je la pose d'emblée pour qu'on la juge sur pièce. Ce qui saigne notre veste, ce n'est pas seulement une guerre entre le Congo et le Rwanda. C'est une guerre entre le Congo et l'indifférence organisée du monde. 6 millions de morts depuis 1996, le conflit le plus meurtrier de la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour seule réponse, des rapports qui s'empilent, des résolutions qui se votent, pendant que nos mères paient de leur sang. Commençons par les faits que personne ne conteste.
parce qu'ils viennent de l'ONU elle-même. Le rapport du groupe d'experts, référencé S 2026-466, établit une présence militaire rwandaise en RDC estimée entre 14 000 et 18 000 soldats. Pas des infiltrés, une armée d'occupation, équipée de drones, de guerre électronique, de brouillage GPS, de forces spéciales. Et le rapport établit que le Rwanda dicte au M23 quel territoire prendre, tenir ou évacuer. Goma capturé en janvier 2025, Bukavu en février, Uvira le 10 décembre 2025. Retenez cette dernière date. J'y reviendrai parce qu'elle est le cœur du scandale. Le monde a réagi. Un peu. Le 2 mars 2026, le Trésor américain a sanctionné la force de défense rwandaise et 4 de ses officiers supérieurs. Le communiqué est clair. Sans le soutien actif de la RDF, les offensives du M23 n'auraient pas été possibles. Mais nommer n'est pas libéré. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, Goma est toujours occupé. Bukavu est toujours occupé. On a mis un nom sur l'agresseur et l'agresseur tient toujours nos 2 capitales provinciales. Vient l'Europe. Le 19 février 2024, l'Union européenne et le Rwanda signent un mémorandum sur les minerais critiques, tantale, étain, tungstène, or, lithium, terres rares, assorti de plus de 900 millions d'euros pour Kigali. Or, le même rapport onusien établit que les exportations rwandaises de cassitérite ont bondi de 58% en 2025, sans hausse correspondante de la production intérieure rwandaise. Le Rwanda exporte davantage qu'il ne produit. La différence vient de nos mines occupées autour de Rubaya, où le M23 taxe le coltan à 4 $ le kilo, avant de l'acheminer vers le Rwanda, mélangé à la production rwandaise, puis exporté comme rwandais. Les experts de l'ONU parlent de la plus grave contamination des chaînes minières des Grands Lacs depuis une décennie. Et quand le Parlement européen a voté, le 13 février 2025, la suspension de cet accord, par 443 voix contre 4, la Commission européenne a dit non. Le mémorandum tient toujours, pendant que Goma est occupé. Vient l'ONU elle-même. Nous sommes le conflit le mieux documenté de la planète. Le groupe d'experts, la mission d'établissement des faits, le rapport Mapping de 2010. Et cette documentation n'a sauvé personne. En 2010, justement, quand l'ONU publie ce rapport Mapping de 550 pages, elle caviarde les noms des responsables avant diffusion, au nom de la stabilité régionale. On documente le crime et on protège le criminel dans le même document. Depuis, chaque acteur a compris la leçon. Au Congo, on peut tuer, être identifié par l'ONU et ne jamais voir son nom sortir. Et pendant qu'on documente, on compte les morts. 6 millions depuis 1996, la plupart par la faim et la maladie qui suivent chaque déplacement. 7 millions de déplacés aujourd'hui. 25 millions de Congolais en insécurité alimentaire aiguë selon le Programme alimentaire mondial. Et le 27 février 2026, 2 fosses communes découvertes près d'Uvira, 171 corps. Je termine mon exposé par ce qui devrait tous nous glacer et par le lien avec ce que tu disais en ouverture, Imelda. Le 4 décembre 2025, à Washington, sous l'égide de Donald Trump, les présidents Tshisekedi et Kagame signent un accord de paix. Grand jour pour l'Afrique, déclare le président américain. 6 jours plus tard, Uvira tombait. 6 jours. Le président de la République l'a dit lui-même devant les députés. Le lendemain de la signature, l'armée rwandaise attaquait déjà. Et aujourd'hui, à 5 jours de l'échéance que Washington a lui-même fixée, Kigali rejette l'ultimatum par la voie de sa diplomatie et des propos prêtés à son porte-parole militaire, rapportés par un média congolais sous réserve, jure qu'il reste. La boucle est là. Un agresseur nommé qui n'est jamais puni, une Europe qui vote la suspension et ne suspend rien, une ONU qui archive nos morts et une paix signée qui n'a empêché ni la chute d'une ville, ni ce refus affiché à la veille de l'échéance. Bien, c'est solide. Et c'est même trop bien ficelé. Et c'est pour ça que je vais te bousculer. Parce qu'un dossier trop propre cache toujours quelque chose. Première question, sèche. Tu m'as parlé 3 fois de la haie. 2 échecs sur 3.
Est-ce que notre problème, ce n'est pas le monde, mais notre incapacité à plaider? Non, et je le prouve en un mot, le mot mapping. Comment veux-tu plaider contre des noms que l'ONU elle-même a effacés de son propre rapport en 2010? On ne condamne pas un accusé qu'on a rendu anonyme. Notre faiblesse juridique, elle a d'abord été fabriquée à New York, pas à Kinshasa. Admettons. Mais tu accuses le monde de complicité sur la foi d'un caviardage. Un caviardage, ça peut être de la lâcheté diplomatique ordinaire. Pas un complot. Où est ton intention coupable? Je ne parle pas d'intention, je parle de résultats. Peu importe pourquoi ils ont effacé les mots. Ce qui compte, c'est ce que l'effacement a produit. Une règle. Au Congo, tuer ne coûte rien, parce que le nom ne sort jamais. L'impunité n'a pas besoin d'être un complot pour devenir un système. Il lui suffit de n'être jamais puni. Alors, parlons de l'Amérique, parce que là, ton dossier se fissure. Les États-Unis ont sanctionné. Ils ont même fixé un ultimatum mi-juillet que nous rappelons ce soir. Ce n'est pas rien. Tu ne peux pas exiger qu'un gel d'avoir et une échéance libèrent une ville en 3 mois. Une sanction, ça travaille dans le temps long. Qu'est-ce qui te dit qu'elle n'est pas en train de faire effet, loin des caméras? Ce qui me le dit, c'est la réponse de celui qu'on sanctionne, et elle date d'aujourd'hui. Son ministre des Affaires étrangères a rejeté l'idée même d'un ultimatum, la réduisant à un simple souhait, et accusé le médiateur américain de partialité. Et des propos prêtés à son porte-parole militaire, rapportés sous réserve par un média, iraient plus loin encore. Oubliez Washington, nous restons. Vérifiez ou non, il ne faut que prolonger ce que la diplomatie rwandaise assume déjà ouvertement. Voilà l'effet réel de la pression, Imelda. Celui qu'on menace ne tremble pas, il raille. Une sanction qui travaille vraiment. Sa cible devrait au moins la craindre. Là, elle la nargue publiquement. Le temps long, c'est celui pendant lequel nos gens meurent. Très bien. Mais maintenant, je vais te poser la question que personne dans ce pays n'ose poser franchement. Et je veux que tu la reçoives en pleine figure, parce que c'est le vrai non-dit de ton dossier. Tu as accusé l'ONU, l'Europe, l'Amérique, le Rwanda. Tu as dressé la table entière du monde. Mais tu as oublié quelqu'un, nous, nos propres dirigeants. Comment expliques-tu qu'un pays qui détient 70% du cobalt de la planète soit un pays de misère? Le Rwanda ne signe pas nos contrats miniers à notre place. Le Rwanda ne détourne pas nos budgets. Le Rwanda ne remplit pas les comptes personnels de nos politiciens à l'étranger. Alors avant d'accuser le monde entier, réponds-moi sur ceci. Quelle est la part de notre propre classe politique dans le malheur que tu décris? Tu as raison de me la mettre en pleine figure, parce que c'est la complicité dont aucun rapport onusien ne parlera jamais. Et c'est peut-être la plus douloureuse, parce qu'elle est la nôtre. Je vais être clair, et je ne citerai aucun nom, parce que les Congolais qui nous écoutent connaissent déjà ces noms mieux que moi. Une occupation étrangère de cette ampleur, sur cette durée, ne tient jamais uniquement par la force de l'agresseur. Elle tient aussi par ce qu'elle trouve de l'autre côté de la frontière. Des complicités intérieures, des signatures qui n'auraient pas dû être posées, des cargaisons de minerais qui traversent des lignes de front sans que personne, du côté qui devrait les arrêter, ne les arrête vraiment. Des fortunes personnelles qui gonflent pendant que les provinces de l'Est se vident de leurs habitants. Attends, tu restes dans le flou. Sois précise. De quoi tu parles exactement quand tu dis complicité intérieure? Je parle de 3 choses concrètes, et elles n'ont rien de mystérieux. La première, la corruption ordinaire, celle qu'un contrat minier se négocie moins pour la nation que pour ceux qui le signent. Un sous-sol parmi les plus riches du monde et un peuple parmi les plus pauvres, cet écart-là ne s'explique pas seulement par l'agression extérieure. Il s'explique aussi par ce qui se détourne à l'intérieur. La deuxième, les arrangements. Dans une guerre où le minerai vaut de l'or, il y a toujours de chaque côté des gens qui gagnent plus à ce que la guerre continue qu'à ce qu'elle s'arrête. Et certains de ces gens portent nos couleurs, parlent notre langue, siègent dans nos institutions. La troisième, l'enrichissement personnel érigé en habitude. Une classe qui a appris à considérer l'État congolais comme une ressource privée
plutôt que comme un bien commun à défendre. Voilà ce que j'appelle la complicité intérieure, pas une trahison spectaculaire, un renoncement quotidien. Mais alors, si tu dis ça, tu détruis ta propre thèse. Si nous sommes complices de l'intérieur, comment oses-tu encore parler d'une nation seule contre tous? On ne peut pas être à la fois la victime pure et le complice. Au contraire, Imelda, c'est ce qui rend la thèse complète au lieu de la rendre commode. Je n'ai jamais dit que nous étions des victimes pures. Une victime pure, c'est confortable, ça déresponsabilise. Ce que je dis est plus dur. Nous sommes une nation agressée de l'extérieur et trahie d'une partie de l'intérieur en même temps. Les deux ne s'annulent pas, ils se nourrissent. L'agresseur exploite précisément les failles que nos propres corrompus lui laissent ouvertes. Un pays où l'État tiendrait ses frontières, contrôlerait ses minerais et jugerait ses voleurs serait un pays beaucoup plus difficile à occuper. Notre malheur, ce n'est pas seulement qu'on nous attaque, c'est qu'on nous attaque pendant qu'une partie des nôtres compte l'argent au lieu de tenir la ligne. Alors, puisqu'on parle de ce qui nous divise, parlons de la Constitution. En ce moment, tout le pays débat de la révision de la loi fondamentale. Est-ce que tu vas oser dire que ce débat est une manœuvre pour détourner l'attention de l'Est? Non, et je fais très attention à ne pas le dire, parce que je n'en ai pas la preuve et que je ne l'inventerai pas. Je ne parle pas d'intention, encore une fois. Je parle des faits. Constate le simple fait. Pendant que la nation entière se passionne pour l'architecture de son pouvoir intérieur, 2 capitaines provinciales restent occupés et 171 corps sortent de fosses à Uvira sans mobilisation comparable. Je ne dis pas que quelqu'un a organisé ce détournement d'attention. Je dis qu'il profite à beaucoup de monde. À l'agresseur, qui préfère un Congo occupé de ses querelles. Au système international, qui préfère un Congo qui cherche ses affaires plutôt qu'un Congo qui exige des comptes. Et disons-le, à ceux de l'intérieur, pour qui un pays distrait est un pays plus facile à piller. Dernière salve, et la plus lourde. Tu as posé le monde entier et une partie des nôtres sur le banc des accusés. Alors je te pose la question qui tranche tout. Ce que tu décris, ce désastre, est-ce de l'aveuglement ou est-ce un calcul? Parce que l'aveugle, on lui pardonne. Celui qui calcule, non. Choisis ton mot et assume-le. Calcul, sans hésiter. Ce n'est pas l'aveuglement qui nous tue, c'est l'arithmétique. Le monde a fait une opération. Le minerai congolais vaut plus que la vie congolaise. Et une partie des nôtres a fait la même. Ma fortune vaut plus que ma nation. Personne ne l'écrira jamais ainsi. Mais les mémorandums maintenus contre les votes, les commissions d'enquête qu'on ne finance pas, les contrats qu'on signe la nuit, les comptes qui gonflent à l'étranger, tout cela le dit à leur place. L'aveuglement serait une excuse. Il n'y en a pas. Il n'y a que des yeux ouverts et des comptes bien tenus, dehors comme dedans. Imelda, la parole est à toi. Merci, Solange. Tu as tenu et j'ai frappé aussi fort que j'ai pu. Parce que la nation qui nous écoute ce soir n'avait pas besoin d'une émotion de plus. Elle avait besoin d'être sûre. Et ce que je retiens, c'est que notre guerre n'est pas oubliée. Elle est la mieux connue, la mieux chiffrée, la mieux archivée de la planète. Et que rien ne s'arrête quand même. Ce n'est pas dans l'ombre qu'on nous saigne. C'est en pleine lumière, sous l'œil des rapports, à la marge d'un contrat que personne ne veut suspendre, à 5 jours d'un ultimatum que l'agresseur raille publiquement. Le monde a fait ses comptes sur nous, et une partie des nôtres a fait ses comptes aussi. Ce que Solange vient de poser en fondation, notre édition spéciale le déploiera entièrement demain, pièce par pièce. Elle s'appelle la RDC Seule contre tous. Elle sera en ligne samedi, et je vous invite à la regarder, à la partager, à la faire circuler jusque dans la diaspora. Car le premier acte de résistance d'un peuple qu'on veut faire taire, c'est de refuser le silence. Restons maintenant sur ce sol brûlant de l'Est, là où ce que Solange vient de démontrer prend aujourd'hui même un visage et une date. Restons dans les hauts plateaux de Fizi, parce que c'est là que la démonstration de Solange cesse d'être une analyse pour devenir une plaie ouverte. Nous l'évoquions déjà à cette antenne il y a 2 semaines. Ces villages d'Ilundu et d'Alengei bombardés le 24 juin, puis ces frappes de drones qui, le 4 juillet, ont fait au moins 18 morts dans le secteur de Fizi. Aujourd'hui,
le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, monte d'un cran et met des mots très lourds sur ce qui se passe. Il accuse nommément le Rwanda de faire décoller quotidiennement des drones depuis son territoire pour frapper des localités congolaises, malgré les engagements de paix. Et il ajoute un détail qui glace. Le Rwanda utiliserait des ambulances pour transporter ces drones destinés à frapper les civils du Sud Kivu. Muyaya qualifie ces pratiques de crimes de guerre. Ce que le porte-parole du gouvernement pose là, ce n'est pas une escarmouche de plus. C'est une contradiction frontale entre la parole diplomatique et le faire sur le terrain. Il y a quelques jours à peine, représentants congolais et rwandais se retrouvaient encore à Londres, dans le cadre du comité conjoint de suivi de l'accord de Washington, sous l'œil des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine, pour réaffirmer leur volonté de désamorcer les tensions autour de Minembwe précisément. Et pendant qu'on se serre la main à Londres, des drones décollent. Muyaya pose alors une question que la nation fait sienne. Au nom de quoi le président rwandais peut-il se présenter en protecteur d'une communauté congolaise, les Banyamulenge, tout en commettant des massacres sur d'autres communautés congolaises? La question est juste. Elle démasque le prétexte. Sur le terrain, nos forces armées refusent le récit de l'effondrement. Face aux publications qui, sur les réseaux, annonçaient une percée rapide de l'AFC M23 vers Baraka, le commandement des opérations Sukola 2 Sud, par la voix du sous-lieutenant Regan Boyi-Kalonji, livre une lecture inverse. Ce que certains ont pris pour une débâcle était un repli tactique destiné à préparer une contre-offensive. Et cette manœuvre, affirment les FARDC, a permis de reprendre plusieurs positions stratégiques autour de Minembwe. Les localités de Kimete, Wihene et Kashamata rétablies sous contrôle. Les combattants de la coalition AFC M23 Twirwaneho repoussés vers Rufezi et Bigaragara au sud de Minembwe. L'armée accuse par ailleurs des drones rwandais de type TB2 et TB3 d'avoir bombardé le village de Bijaga. Un bilan de 18 civils tués et 15 blessés, ces derniers évacués vers le centre de santé de Kangouli. Nos forces annoncent qu'elles présenteront dans les prochains jours des militaires capturés et du matériel saisi sur le front. Nous attendrons ces preuves et nous les vérifierons parce que c'est notre métier. Mais le fait qui domine ce vendredi, celui qui fait tomber le masque, tient dans un mot, le refus. À 5 jours de l'échéance de mi-juillet fixée par Marco Rubio pour le retrait rwandais, Kigali ne plie pas, il nargue. Son ministre des Affaires étrangères a publiquement rejeté l'idée même d'un ultimatum, la réduisant à un simple souhait américain, et est allé jusqu'à dénoncer la partialité du médiateur de Washington. Voilà qui est établi, documenté, assumé par Kigali. Et à cette posture officielle s'ajoute une séquence, rapportée par le média Média Congo, qui montrerait le porte-parole des forces de défense rwandaises, le brigadier général Ronald Rwivanga, déclarer sans détour « Oubliez les accords de Washington. Nous sommes à Goma et à Bukavu pour y demeurer. » Mais qu'elle soit avérée ou non, elle ne fait que mettre en mots ce que le refus ministériel dit déjà. L'occupation de l'Est n'est pas négociable et la division du pays est le cap. Kigali ne dit plus qu'il défend une communauté. Kigali dit qu'il reste. Alors, ce soir, notre rédaction ne se contentera pas de rapporter cette phrase. Elle la retourne vers ceux à qui elle est adressée. Elle est adressée à la nation, et la nation entend. Mais elle est aussi adressée à ceux qui nous gouvernent. Depuis juin, les rapports fusent, les briefings se succèdent, les communiqués s'accumulent. Un porte-parole d'un côté, un porte-parole de l'autre. Et pendant ce temps, les drones, eux, ne prennent pas de congé. La nation est en droit de demander à son gouvernement ce que produira concrètement cette énième provocation. Une déclaration de plus ou des dispositions à la hauteur de l'affront. Car un pays dont l'armée ennemie annonce publiquement qu'elle campe dans 2 de ses capitales provinciales ne peut pas répondre par le seul verbe. Sur les réseaux, certains lisent dans l'ultimatum resté lettre morte un feu vert donné à Kigali. La bénédiction tacite d'un statu quo appelé à durer. Nous ne signons pas cette lecture, faute de preuves.
Mais nous constatons le fait brut qu'elle cherche à expliquer. Une échéance américaine que l'agresseur piétine à visage découvert. Et pas une conséquence en vue. Le 15 juillet dira si l'ultimatum avait un poids ou s'il n'était qu'un mot de plus déposé sur la pile. De l'Est, en feu. Remontons vers les couloirs où se cherche laborieusement une issue. Ce jeudi 9 juillet, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a été reçu à Brazzaville par le président congolais Denis Sassou Nguesso, à la tête d'une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Au menu des échanges, la situation sécuritaire et politique de la RDC, marquée par la guerre à l'Est et par le débat sur un éventuel changement de constitution. Selon le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, qui accompagnait le cardinal, Sassou Nguesso s'est montré, je cite, très préoccupé par la situation d'un pays qu'il considère comme frère et a voulu entendre l'analyse du pasteur avant de livrer, dit-il, des conseils pour aider la RDC à sortir de la crise. Ce que révèle cette audience, au-delà de la courtoisie protocolaire, c'est l'intensité d'une diplomatie religieuse en mouvement. La démarche s'inscrit dans le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, porté par la SENCO et l'Église du Christ au Congo. Et dans une tournée qui a déjà conduit les prélats auprès de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Elle intervient dans le sillage des consultations menées par le président burundais Évariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine, auprès des confessions religieuses et de l'opposition congolaise. Cholet rappelle la gravité de l'enjeu avec des mots simples. Le pays est en guerre. Une partie de nos compatriotes ne peut plus être en communion physique avec nous. Les gens continuent de mourir sur le champ de bataille. Et ce n'est pas peu de choses. Mais posons ici une tension que la nation doit garder à l'esprit. L'Église, qui multiplie des médiations pour la paix, est la même institution qui, le 20 juin, a réaffirmé son opposition ferme à tout changement de constitution, ne voyant, selon les mots des évêques, ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité de la modifier. Autrement dit, la SENCO avance sur deux fronts à la fois. Artisane de paix vers l'extérieur, gardienne vigilante de la loi fondamentale à l'intérieur. Pour la nation, l'impact est réel, car la crédibilité de la médiation religieuse dépend de sa capacité à ne pas être happée par le calendrier politique intérieur. Un pasteur qu'on écoute à Brazzaville sur la guerre pesera-t-il autant à Kinshasa sur la Constitution? La réponse dira si cette voie reste morale ou si elle devient partisane aux yeux du pouvoir. Et justement, à Kinshasa, ce débat constitutionnel n'a rien d'un exercice feutré. Il descend dans la rue et il saigne. Ce jeudi 9 juillet, dans la commune de la Gombe, le cortège de l'opposant Martin Fayulu, président de l'ECIDE, a été attaqué au retour d'une conférence de presse de la coalition Article 64 tenue au CEPAS. Selon le porte-parole de l'AMOCA, Prince Epenge, des individus présentés comme membres de la Force du Progrès, groupe que la coalition dit affilié à l'UDPS, ont surgi armés de machettes près du palais de justice. Bilan provisoire, 3 militants de l'AMOCA grièvement blessés, évacués à l'hôpital olympique. À l'heure où nous parlons, ni les autorités ni l'UDPS n'ont réagi à ces accusations. Notre rédaction rapporte ces faits avec la prudence qu'ils exigent. Un bilan provisoire, une attribution formulée par une partie qui n'a pas encore répondu. Mais une chose ne souffre aucune prudence. À Kinshasa, en 2026, on n'attaque pas un cortège politique à la machette sans que la République tout entière soit interpellée sur sa capacité à protéger le débat. Ce débat, un sage tente d'en désamorcer la charge. Joseph Olengankoy, président du Conseil national de suivi de l'accord, juge les consultations de Bujumbura insuffisantes, parce que non inclusives, et plaide pour un dialogue sans aucune exclusion, associant, dit-il, jusqu'au président honoraire, Joseph Kabila, la majorité, l'opposition politique et armée, l'AFC M23, les confessions religieuses, la société civile, les jeunes, les femmes et la diaspora. Sa formule frappe. Le temps ne joue plus en faveur de la RDC. Il est devenu notre ennemi.
il demande la levée des poursuites contre certains acteurs pour garantir leur participation apaisée. Et surtout, il invite le chef de l'État à suspendre la mise en œuvre de la loi référendaire adoptée par le Parlement et déférée devant la Cour constitutionnelle, estimant que le débat sur la Constitution, en pleine guerre, divise plus qu'il ne rassemble. Mais nous ne pouvons pas relayer sans regarder de près, car l'opposition qui se réclame de l'article 64 expose aussi ses propres contradictions. La C64 se présente en dernier rempart de la Constitution et se prépare à une marche le 22 juillet, tout en s'inscrivant dans une logique de congolisation de la crise, celle-là même que défendent les prélats, mais qui, en repliant le regard sur les fractures intérieures, risque d'atténuer la responsabilité première du Rwanda agresseur et de son supplétif AFC M23, pourtant établi par le Conseil de sécurité, notamment sa résolution 2773. Et au sein de la plateforme, les voix ne s'accordent pas. Quand Jean-Marc Kabound plaide pour l'abandon des poursuites contre l'ancien président afin de le rendre éligible au dialogue. Au même titre que ses alliés de l'AFC M23, Martin Fayulu, lui, évoque une certaine rébellion. Une opposition dont les priorités varient selon les interlocuteurs finit par brouiller son propre message. Pendant que la contestation s'organise, d'autres voix poussent la réforme dans un sens précis. Le Conseil national des évêques d'État du Congo, plateforme religieuse, se prononce pour une révision soumise à référendum qui renforcerait nettement le chef de l'État, en l'habilitant à nommer directement le Premier ministre, les gouverneurs et vice-gouverneurs, et en supprimant l'obligation pour les gouverneurs d'être originaires de leur province. Voilà donc le paysage posé devant la nation. Une Église catholique qui dit non au changement. Une plateforme religieuse qui propose un pouvoir présidentiel élargi. Une opposition qui défend la Constitution mais se divise sur Kabila. Et un sage qui supplie qu'on suspende tout pour parler. Au milieu de ce vacarme, une seule question tient debout. Celui qui gagnera la bataille de la Constitution aura-t-il seulement encore un territoire entier à gouverner? Voilà où nous en sommes ce vendredi soir. Solange nous a démontré que le Congo n'est pas une nation oubliée, mais une nation regardée, chiffrée et abandonnée quand même, agressée du dehors et trahie d'une partie du dedans. 6 millions de morts pour un monde qui a jugé notre coltan plus précieux que notre sang. Dans les hauts plateaux de Fizi, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a nommé les crimes. Des drones lancés depuis le Rwanda, transportés, dit-il, dans des ambulances. 18 civils tués à Bijaga, pendant qu'à 5 jours de l'échéance de Rubio, Kigali rejetait l'ultimatum américain par la voie de sa diplomatie et jurait, jusque dans les propos prêtés à son porte-parole militaire, de rester à Goma et à Bukavu. À Brazzaville, le cardinal Ambongo a été écouté par Sassou Nguesso sur une paix qui se cherche. Et à Kinshasa, le cortège de Martin Fayulu a été attaqué à la machette pendant qu'Olenga Nkoy suppliait qu'on suspende la querelle constitutionnelle pour sauver l'essentiel. Une pensée pour ce soir. Une nation qui attend d'un tribunal lointain qu'il lui rende ce que ses propres mains ont cessé de défendre, a déjà perdu la première bataille, celle qu'aucune cour ne juge, la bataille du refus. Le droit international viendra peut-être un jour écrire nos torts subis dans ces registres, mais aucune juridiction au monde ne relèvera à notre place la tête que nous aurions baissée. Ce que Kigali nous jette au visage à la veille de l'échéance, ce refus de partir, ce défi de rester, n'attend pas une réponse de la haie. Il attend une réponse de nous. Et cette réponse, ni un ultimatum étranger, ni un mémorandum européen, ni un rapport onusien ne la donneront. Elle commence le jour où une nation décide que sa terre vaut plus que le silence qu'on lui vend. Nous restons à vos côtés demain et je confie les éditions du week-end à celles et ceux qui prendront le relais avec la même exigence. Pour prolonger ce que Solange a ouvert ce soir, retrouvez dès demain samedi notre édition spéciale d'Inside News Review, la RDC seule contre tous, sur notre chaîne YouTube où nos analyses vont au fond de ce que le journal ne fait couvrir. Abonnez-vous, activez la cloche et faites entendre cette voix au-delà de nos frontières. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
qu'il veille sur ceux qui tombent à l'Est et sur ceux qui, partout dans le monde, refusent de détourner le regard. Portez-vous bien, restez debout et restez avec nous. C'était Imelda pour Inside News RDC. Nos morts ne sont pas des statistiques, ils sont notre serment.